Bien, nous allons continuer ce cours sur les expressions de vitesse catalytique. Alors, question. À quoi peuvent servir toutes ces écritures de vitesse? Alors justement, bien évidemment, nous allons nous servir de toutes ces notions en travaux pratiques. Alors c'est à partir des courbes expérimentales, c'est-à-dire des points expérimentaux qu'on aura obtenus en TP, qu'on va tout d'abord déterminer comme on a vu, les vitesses de consommation de substrat. C'est-à-dire que on va se concentrer dans notre tube sur soit le substrat, soit le produit. Mais on ne va pas, dans un premier temps, essayer de voir la réaction globale. Donc, on se concentre sur VCS. Je vous rappelle que c'est la vitesse de consommation du substrat en concentration, ou VNS, c'est-à-dire la vitesse de consommation du substrat en fonction du nombre de moles. Ou alors, on va s'intéresser à partir de nos points expérimentaux à VCP ou VNP. Tout dépend qui absorbe. Si celui qui absorbe en spectrophotométrie, c'est le substrat, on aura accès à VCS ou VNS. Par contre, si celui qui absorbe en spectrophotométrie, c'est le produit, alors on aura accès à VCP ou VNP. Ensuite, on va rappeler l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, par exemple, alpha S donne bêta P. À partir de là, qu'on a l'équation de la réaction, on peut donc déterminer alpha et déterminer bêta. C'est ce qu'on appelle les conditions d'essai. Et puisqu'on a alpha et bêta, on peut alors déduire V, c'est-à-dire la vitesse de réaction. Alors j'espère que vous vous rappelez comment on fait pour passer de VCS à V. Eh bien tout simplement, V, la vitesse de réaction, il suffit de prendre la vitesse de consommation de substrat et de diviser par le coefficient stoichiométrique alpha. Ou alors de prendre la vitesse d'apparition du produit en termes de concentration et de diviser par bêta. Alors, vous remarquez ici qu'il y a écrit VCS et VCP. Pourquoi il n'y a pas écrit VNS et VNP? Tout simplement parce que, comme c'est la concentration, eh bien, on accède à la vitesse volumique. Je vous rappelle que la volumique, c'est une variation de concentration. Donc, si on veut accéder à la vitesse volumique de réaction, qui est en variation de concentration, il nous faut donc aussi une vitesse qui est exprimée en variation de concentration. Et c'est VCS ou alors VCP. Et puis, comme c'est le substrat, on divise par alpha, comme c'est le produit, on divise par bêta. Là, vous pourriez vous poser une question, c'est de me dire, mais pourquoi il n'y a pas le moins ici, là? Pourquoi il n'y a pas le moins? Eh bien, tout simplement, regardez, ici, c'est une vitesse. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse est forcément positive. D'accord? C'est ce qu'on avait vu précédemment, vitesse positive. Le 1 sur alpha est positif, et donc positif fois positif, ça donne quelque chose de positif. Donc il ne faut surtout pas remettre un moins, bien que ce soit le substrat ici. D'accord? Ensuite, on peut aussi souhaiter définir la vitesse de transformation de la réaction, c'est-à-dire xi. Vous vous rappelez, je l'espère, que cette vitesse de transformation de la réaction, elle s'exprime en variation du nombre de moles par rapport au temps, et non plus en variation de concentration. Alors, quand on a cette fois-ci, si on veut la vitesse de transformation, xi, bien évidemment, il nous faudra une vitesse de consommation de substrat exprimée en nombre de moles, et puisqu'on a des nombres de moles en fonction du nombre de temps, on aura une variation du nombre de moles en fonction du temps, exprimée cette fois-ci en une vitesse globale. Alors, pour avoir une vitesse globale, d'accord, il faut appliquer les coefficients stoichiométriques. Ok? Donc là, nous avons une vitesse qui est zoomée sur le substrat, exprimée en nombre de moles. Si je la divise par le coefficient stoichiométrique du substrat, j'obtiens la vitesse de transformation. D'accord? Et puis, regardez un petit peu ce tour de passe-passe. J'ai tout simplement ici traduit VNS était égal à quoi? Eh bien, VNS, c'était égal, c'était égal à ceci. C'était égal à variation du nombre de moles substrat en fonction du temps. Or, ceci est négatif. Par conséquent, je suis obligé d'appliquer quelque chose ici de négatif. Ceci est positif, donc je fais multiplier, multiplier, négatif par positif par négatif, et j'obtiens quelque chose de positif. D'accord? Alors, pourquoi ici je mets un moins et pas ici? Eh bien, parce que cet élément, dans cette expression, est lui-même positif. D'accord? Ceci est positif, multiplier, multiplier.
positif par positif, ça donne quelque chose de positif. Donc voilà, et il y a toujours cette réflexion de vous dire, bon, les éléments que j'écris sont-ils positifs ou négatifs, de manière à toujours obtenir une vitesse globale qui soit positive. De même, le xi sera égal à 1 sur bêta VNP. Je vous rappelle que VNP s'exprime en variation de nombre de moles par unité de temps, et on divise par bêta. Ou alors égal à, alors je traduis ici le VNP par D de NP sur DT divisé par 1 sur bêta. Il n'y a pas besoin de mettre le moins parce que le produit apparaît, donc ceci est positif, donc on a bien un xi qui est positif. D'accord? Ça c'est la vitesse de transformation de la réaction xi, qui est exprimée donc en fonction des substrats ou des produits qui disparaissent ou qui apparaissent dans notre tube. Et là, on arrive à quelque chose de nouveau et de très important. Cette chose nouvelle et très importante qui va vous être demandée en première instance, toujours, c'est l'activité catalytique Z. Donc voilà une nouvelle entité en termes d'expression, activité catalytique Z. Alors, tout d'abord, une définition. L'activité catalytique permet de doser. Voilà un mot très important. Normalement, quand on veut doser une enzyme, on fait par exemple un gel-dal. On fait un biuret, d'accord? Et puis on mesure, on fait une courbe étalon, on donne une protéine étalon à différentes concentrations, on a une courbe étalon, et puis on prend la protéine essai, on fait l'absorbance de la protéine essai, et on compare à la courbe étalon, et on obtient, par exemple, une concentration massique en protéines. Et bien là, on nous dit que l'activité catalytique permet de doser l'enzyme, et elle va s'exprimer par quoi? Elle va s'exprimer par l'accroissement. Alors, l'accroissement, comprenez par là la variation positive, l'accroissement de la vitesse de transformation. Donc vous avez bien vu, il y a un rapport entre Z et la variation de la vitesse de transformation. Donc, ce que vous devez comprendre de cette définition, qui est très importante, c'est que si vous voulez Z, et ça vous sera demandé tout le temps, eh bien, il vous faudra d'abord avoir obtenu et exprimé le xi, c'est-à-dire la vitesse de transformation. Et pour avoir xi, il vous faut une VNS ou une VNP. Donc, en TP, vous aurez des variations d'absorbance, par exemple du produit. Ces variations d'absorbance vont vous donner des VNP, et ensuite à partir des VNP, vous aurez des delta xi, et à partir des delta xi, vous obtiendrez enfin Z, c'est-à-dire l'activité catalytique. D'accord? Alors je relis la définition. L'activité catalytique permet de doser, et c'est ce mot qui est assez incroyable, on en reparlera, une quantité d'enzymes, va s'exprimer par l'accroissement de la vitesse de transformation sous l'action de cette enzyme selon une réaction donnée dans un système d'essai défini. Alors, un système d'essai défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le substrat donné et les concentrations en substrat sont proches de la saturation pour l'enzyme. Donc, substrat proche de la saturation. C'est-à-dire qu'on est en excès de substrat. Premier point. On connaît le tampon de pH, on connaît la température et on sait si oui ou non il y a présence ou pas d'effecteurs et quelle est leur concentration. Alors je vous rappelle, les effecteurs, c'est par exemple des activateurs ou par exemple des inhibiteurs. D'accord? Donc ça, c'est une définition qu'il vous faut connaître. Grosso modo, l'activité catalytique exprime la variation de cette vitesse de transformation à partir du moment où vous avez défini l'équation de la réaction, que vous avez défini les concentrations en substrat, le tampon, la température et les effecteurs. Notez que cette définition est particulière puisque cette quantité d'enzymes, je reviens à cette notion de doser, la quantité d'enzymes sera exprimée en catal. D'accord? Donc là, on a une nouvelle unité, catal. À quoi correspond catal? Eh bien, catal correspond à 1 mol seconde moins 1. Alors, essayons de comprendre un petit peu cette réaction. Je viens de vous dire qu'on allait exprimer Z, attends, il change de couleur, qu'on allait exprimer Z en fonction de xi. Or, justement, xi, lui, c'est une variation du nombre de moles
Je vous l'écris ici. Xi, c'est une variation du nombre de moles, par exemple de P, en fonction du temps. C'est quoi l'unité de ça? Eh bien, l'unité de ça, ça peut être par exemple des variations de moles par des variations de secondes. C'est justement ce qui nous est proposé ici. Donc, vous avez une équivalence, vous avez un catal, cette unité, est équivalent à 1 mol seconde moins 1. D'accord? Donc, Z va être exprimé en catal. Alors que Xi, lui, eh bien, il sera exprimé tout naturellement en mol seconde moins 1. Je vous rappelle que l'absorbance, elle n'a pas d'unité. On va donc passer de l'absorbance à des VNP, puis à des vitesses de transformation Xi qui s'expriment en mol seconde moins 1. Et après, on fera un espèce de tour de magie. On dira, ah oui, mais c'est vrai que 1 mol seconde moins 1 est équivalent à un catal, et on obtiendra Z en catal. Je tiens à vous rassurer, hein, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons faire des exercices et ça vous permettra tout de suite de retomber dans vos marques. On va faire 2 remarques. Alors, je crois que c'est ce que j'ai déjà dit. Mol seconde est normalement l'unité. Donc, mol seconde, c'est normalement l'unité de la vitesse de transformation, c'est-à-dire une vitesse. Or, ici, il s'agit d'une quantité. Hein, on essaie de doser une enzyme. Donc, c'est ça qui est incroyable. Justement, comme une quantité n'est pas égale à une vitesse, on ne va pas utiliser le symbole égal. On va utiliser. Alors, on voit mal ici parce que Word n'était pas content, parce que j'ai mis un espace. Mais en fait, ici, c'est le symbole équivalent. Donc, je vous le remets ici. Donc, on va écrire équivalent. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Z, c'est la quantité d'enzymes qui catalyse une réaction enzymatique précise à la vitesse de transformation Xi. Elle est pas mal cette phrase, vous pouvez la retenir. Donc on écrira Z équivalent, donc là il y a 3 barres, Z équivalent à, on n'a pas écrit égal, moins 1 sur alpha, D2NS sur DT, ou Z, et ceci, alors là j'aurais pu mettre Z équivalent à, mais comme il y a écrit ceci avant, j'écris égal 1 sur bêta, D2NP sur DT. Z va alors s'exprimer en, et je vous l'ai mis entre parenthèses pour dire que finalement il faudrait faire attention à ne pas exprimer Z en mol seconde moins 1, puisqu'il y a une équivalence en catal. Donc Z s'exprimera en catal. Remarque, dans l'échange de couleurs, remarque, le catal n'est jamais utilisé. Ah bon, bah qu'est-ce qu'il nous dit le prof? On utilise le catal, puis finalement on ne l'utilise pas. Non, on va préférer des sous-unités, comme par exemple le microcatal. Donc si jamais vous avez 10-6 catal, eh bien hop, vous allez ne pas écrire 10-6 catal, vous allez conserver cette notion en microcatal. Ici, vous aurez aussi des nanocatal pour 10-9, ou alors des picocatal, un petit peu plus rares dans nos TD. Remarque 2, ça c'est très important parce que c'est une ancienne écriture. Parfois, dans des TD, on observe l'écriture unité internationale. Alors, ceci n'est plus valable, c'est-à-dire que vous devez privilégier l'unité catal. Mais sachez qu'il y a une équivalence, le nombre de micromoles de phosphate formés ou de substrat transformés par minute. Okay, donc je vous le réécris ici, une unité internationale est équivalent à 1 micromole de quelque chose par minute. Donc ça peut être 1 micromole de substrat consommé par minute ou 1 micromole de produit apparu par minute, et ça nous donne une unité internationale. Bon. Parce que parfois, il y a des exercices qui reprennent cette notion d'unité internationale. Donc, parce que parfois, on retrouve cette unité, il est important de connaître cette équivalence, micromole par minute. Donc, si je devais résumer, vous devez vous souvenir que un catal est équivalent à 1 mol seconde moins 1, et puis aussi retenir que anciennement, on avait une unité internationale équivalent à 1 micromole minute moins 1. Voilà. Donc ces deux équivalences sont à retenir. On a parlé de Z. Donc Z, c'est la première chose qui va vous être demandée. On a vu que Z, on pouvait l'obtenir à partir de Xi. On a vu que Xi, on pouvait l'obtenir par exemple à partir de VNP ou de VNS. Eh bien là, ce qu'on va voir, c'est qu'à partir de Z, on va pouvoir définir une autre grandeur très utile et qui vous sera demandée aussi pendant l'exercice, c'est la concentration d'activité catalytique
qu'on écrira B, et parfois on peut l'exprimer C4. On verra ça des fois dans les exercices C4. Mais retenons plutôt la grandeur B. Alors son unité, c'est le catal, comprenez par là que c'est Z, litre moins 1 d'enzyme. Autrement dit, c'est quoi? C'est très très simple. Je vous rappelle qu'en biochimie, il suffit juste de regarder les unités pour comprendre quelle est la formule. Puisque c'est des catals divisés par des litres d'enzymes, eh bien tout simplement, B, c'est Z divisé par le volume d'enzyme. Donc c'est le quotient d'activité catalytique dans le système d'essai par le volume de préparation enzymatique dans le système d'essai, c'est-à-dire V enzyme. Donc retenez par cœur, B, c'est Z sur V enzyme. Voilà. Cette concentration d'activité catalytique, je vous rappelle que Z, c'est l'activité catalytique. Ça, c'est Z. Et puisque vous divisez par un volume, eh bien, vous obtenez une concentration. Une concentration de quoi? Pas massique, pas molaire, mais une concentration d'activité catalytique. Elle exprime le potentiel catalytique d'une suspension enzymatique. Bof, on s'en fout. Voilà, ça c'était B. Ensuite, il se trouve que à partir de Z, on peut déterminer B, mais à partir de Z, on peut aussi déterminer une autre grandeur qui est ZSP. Alors ZSP, le voici, c'est l'activité spécifique, voilà une autre grandeur, c'est écrit ZSP, parfois on le verra écrit AS pour activité spécifique. L'unité, elle est très simple, c'est du catal par unité de masse. Donc vous voyez, j'espère où je veux en venir, puisque c'est du catal par unité de masse, c'est très très simple comme formule, ça aboutit à Z divisé par la masse de protéines. Alors, vous pourriez corriger ici, alors on pourrait laisser masse de protéines, on peut aussi écrire masse d'enzyme ici. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que en réalité, dans les exercices, des fois on aura uniquement la masse de protéines, et on ne saura pas parmi toutes ces protéines quelle est la quantité d'enzymes, parce qu'on sera en train de purifier une enzyme, mais on aura un lot de protéines, on ne sait pas par exemple s'il y a 90% des protéines qui sont des enzymes, ce qu'on appelle le taux de purification, ou s'il n'y a que 10%, donc on n'aura pas la masse d'enzymes et on n'aura que la masse de protéines. Donc c'est vrai que parfois dans les exercices on divisera par la masse globale de protéines au lieu de diviser par la masse d'enzymes. D'accord? Donc on nous dit quoi? L'activité catalytique Z d'une enzyme ramenée à la masse d'enzyme contenue dans le système. C'est aussi la concentration catalytique B rapportée à la concentration massique. Alors, ce qui est écrit ici, c'est cette autre formule qui est là. Alors, pourquoi on a un égal ici, Z sur M? Bien, tout simplement, mettons les unités. Donc, je vais vous mettre une autre couleur. Si on met les unités, ici, j'ai du catal, et par exemple, ici, j'ai des grammes de protéines. À quoi est égal B? Eh bien B, c'est égal à des catals litres d'enzyme moins 1. Et à quoi est égal ρ? Eh bien ρ, c'est égal à des grammes d'enzyme. Des grammes d'enzyme, alors ici je pourrais mettre d'enzyme. Donc des grammes d'enzyme par litre d'enzyme moins 1. Et j'espère que vous voyez où je veux en venir. Tout simplement ici, on va simplifier. Vous avez un numérateur, un dénominateur. Vous avez litre d'enzyme et litre d'enzyme, donc ça s'annule. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des catals par gramme d'enzyme, c'est-à-dire catal par gramme d'enzyme. Donc ça, c'est super intéressant, à savoir que ZSP est égal à Z sur M, qui est égal à B sur ρ. Ça, par cœur, et vous verrez qu'on va énormément s'en servir lors des travaux dirigés. Enfin, dernière grandeur qu'on sera amené à utiliser, un petit peu plus rarement, mais quand même qui pourrait vous être demandé, c'est ce qu'on appelle l'activité enzymatique molaire, et qu'on écrira tout simplement Zm. Donc activité catalytique, le petit m veut dire molaire. Et quelle est l'unité de l'activité catalytique molaire? C'est tout simple, c'est des cat, donc Z, mol d'enzyme moins 1, c'est-à-dire la formule de Zm, c'est tout simplement égal à Z divisé par nombre de moles d'enzyme. Voilà, très simple. Alors ça représente quoi? On nous dit, ça représente le nombre de moles de substrat transformé par nombre de moles d'enzyme. Alors c'est très important, cela remplace ce qu'on appelle l'ancien terme qui était le turnover number. Alors c'est quoi le turnover number? Ça peut être demandé parfois en exercice. Ça permet de comparer les pouvoirs catalytiques d'une même enzyme dans des conditions différentes ou des substrats différents. Donc, des fois, dans des exercices, vous aurez une enzyme 1
vous serez amené à calculer son turnover number, c'est-à-dire son ZM, et vous aurez comment dire, une enzyme 2, et vous calculerez son ZM. Donc on aura deux ZM, ZM1 et ZM2. Et ça nous permettra de savoir par rapport à la quantité d'enzyme 1 et par rapport à la quantité d'enzyme 2, est-ce qu'elles fonctionnent toutes les deux aussi bien? Donc laquelle fonctionne le mieux? Voilà, à quoi sert le turnover number. Il faut que la préparation enzymatique soit pure ou bien que l'on connaisse le degré de pureté de l'enzyme dans la préparation pour définir ZM. On en reparlera lors des exercices. Alors, autre chose que l'on verra dans des exercices, c'est des exercices typiquement de purification d'enzymes. Alors dans ces exercices, vous aurez accès à un certain nombre de données, par exemple l'activité Z, l'activité donc totale de l'enzyme Z, qui sera souvent exprimée en catal, donc en microcat, en nanocat, etc., ou parfois ancien exercice en unité internationale. Vous aurez aussi accès à la masse de protéines. Alors soit on vous dira la masse de protéines, soit on vous dira la masse d'enzymes. Vous aurez accès aussi au volume total de la solution. Le volume total, c'est-à-dire, comprenez par là, le volume de milieu réactionnel. D'accord? Grâce à ces trois valeurs, on va pouvoir arriver à calculer différentes choses. Et on pourra vous demander différentes choses. On va vous demander de calculer l'activité spécifique. Rappel, ZSP, c'est des catals par masse, par unité de masse. Donc c'est Z sur M. On va pouvoir aussi vous demander de calculer des rendements. Comprenez par là des rendements de purification. Alors, le rendement de purification, c'est tout simple. Ce sont les rapports d'activité. Alors, vous allez me dire que normalement, puisqu'on nous a donné une activité, on a l'activité Z, on n'a pas forcément l'activité 0. En fait, ça va se passer comme ça. Vous allez avoir un produit. On va avoir par exemple un essai. Cet essai, on va lui réaliser une chromatographie. Par exemple, une chromato ionique. Donc ça, c'est mon essai numéro 1. Je fais une chromato et j'obtiens un essai numéro 2. Cet essai numéro 2, je vais lui faire une autre transformation. Je vais lui faire par exemple une autre chromato, une chromato d'affinité. Et j'obtiens un essai numéro 3. À chaque fois que j'obtiens un essai, attendez, je change de couleur, je vais pouvoir calculer l'activité catalytique. Donc dans cet essai, j'ai par exemple une activité catalytique Z0. Ensuite, je commence à purifier, j'obtiens une activité catalytique Z1, et je continue de purifier, j'obtiens une activité catalytique Z2, par exemple. De même, je peux arriver à déterminer les concentrations massiques de chacun de mes essais. Donc je vais aboutir à définir quelle est la masse de protéines. Donc M0, par exemple, dans mon essai 1, M1 dans mon essai 2, et puis M2 dans mon essai 3. Ce qui veut dire que quand je fais une étape, ça c'est l'étape 1, ça c'est mon étape 2, quand je fais une étape, je peux déterminer le rendement de cette étape. Donc le rendement de l'étape 1, ça va être égal à Z1 sur Z0. GZ1, GZ0. C'est le rendement de l'étape 1. Par contre, le rendement ici de l'étape 2, ça va être égal à Z2 sur... Alors ça dépendra un petit peu, on verra ça dans les exercices. Soit on fera un rendement par rapport à l'essai initial, donc Z2 sur Z0, ou alors on vous demandera un rendement étape par étape. D'accord? Donc on pourra parfois aussi voir rendement 2 égale Z2 sur Z1. D'accord? Donc ça, c'est les rendements. Autre notion qu'on sera amené à voir et à discuter, un peu de couleur, je vais vous le mettre en violet, c'est le taux de purification. Alors le taux de purification qui s'écrit θ, mais on parlera aussi d'enrichissement. D'accord? C'est la même chose. Alors l'enrichissement, c'est non plus le rapport des activités catalytiques, mais ici c'est le rapport des activités spécifiques. Donc ZSP. Je vous rappelle que ZSP, c'est quoi? C'est l'activité Z sur la masse de protéines ou sur la masse d'enzymes. Alors on a Z et on a la masse. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque essai,
on va pouvoir déterminer ZSP. Donc là, je vais avoir un ZSP 0. Ici, je vais avoir un ZSP 1. Et ici, je vais avoir, pour mon essai 3, un ZSP 2. Et donc, je vais pouvoir déterminer pour mon étape 1, je vais pouvoir déterminer un taux d'enrichissement. Taux d'enrichissement, ici, ça va être le ZSP 1 sur le ZSP 0. Ici, pour l'étape 2, je vais pouvoir déterminer, donc ça c'est l'enrichissement 1. L'enrichissement 2, ça va être égal à un ZSP 2 sur le ZSP 0, etc. etc. D'accord? Bon, là encore, on verra tout ça lors d'un travail dirigé. Enfin, et c'est là la partie la plus intéressante, c'est par là en fait qu'on va commencer, qu'on va démarrer en travaux pratiques, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'activité enzymatique lorsque nous, en TP, on n'a que des valeurs d'absorbance. Bon, et c'est par là qu'on va commencer en réalité. Donc je vous rappelle, petit rappel, que on connaît la loi de Berlambert, donc on a l'absorbance qui est égale à epsilon LC. On peut exprimer, on peut diviser cette absorbance en fonction du temps. Donc si je divise absorbance en fonction du temps, je vais aussi être amené à diviser le membre de droite, epsilon LC, par le temps. Donc imaginez tout simplement que vous êtes devant votre spectro, vous avez mis une cuve spectro dans le spectro pour lire l'absorbance, et que vous rajoutiez dans la cuve, en déclenchant le chrono, vous rajoutez l'enzyme. Au moment où vous rajoutez l'enzyme va commencer à manger les substrats. Or, c'est le substrat qui absorbe. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir une variation d'absorbance en fonction du temps. L'absorbance va diminuer. Ça veut dire quoi, l'absorbance qui diminue? Ça veut dire que vous allez observer finalement une variation de concentration par unité de temps. Donc, vous allez pouvoir écrire que la variation d'absorbance par unité de temps est égale à epsilon L multiplié par la variation de concentration par unité de temps. Justement, on a vu précédemment que la vitesse, c'était égal à une variation de concentration par unité de temps, un delta C sur delta T. Ce qui veut dire qu'on est capable d'exprimer VI, donc VI égale delta C sur delta T, donc là je remplace par VI, et je vais diviser ce epsilon L, je vais le mettre en dessous. Donc j'ai le droit d'écrire VI égale delta A sur delta T epsilon L. Voilà une formule toute simple qu'on va pouvoir utiliser en travaux pratiques d'enzymologie. Alors, comme d'habitude, on va s'intéresser aux unités. Donc la variation d'absorbance, elle n'a pas d'unité. Alors attendez. Donc ici, ce qui est important, c'est de regarder les unités. Donc la vitesse, elle sera exprimée en quoi? Alors, l'absorbance, pas d'unité. Le delta T en minutes. Le L, il est en centimètres. Et le epsilon, il est exprimé en quoi? Il est exprimé en litres, mol moins 1, centimètre moins 1. Alors, pourquoi donc ça, c'est important à connaître. Hein. Le epsilon, je vous rappelle, c'est le coefficient d'extinction molaire. Quand vous avez absorbance égale epsilon LC, je vous rappelle que absorbance, pas d'unité. Le L, c'est des centimètres. Et ici, la concentration, c'est des mols litres moins 1. Donc, si ceci n'a pas d'unité, ça veut dire que l'ensemble ici n'a pas d'unité. Autrement dit que l'unité d'epsilon va devoir annuler toutes ces unités. Donc forcément, c'est toutes ces unités à l'inverse. Donc si on regarde l'inverse pour epsilon, donc mol par litre, ça va être donné des litres par mol. Litres par mol. Donc litre, mol moins 1. Et là, on a des centimètres, donc centimètre moins 1. Donc si je fais litre par mol moins 1, centimètre moins 1, multiplié par des centimètres, les centimètres moins 1 s'annulent. Litre mol moins 1 divisé par des mols par litre, eh bien ça s'annule. Au final, on n'a bien pas d'unité. Donc voilà l'unité du epsilon, coefficient d'extinction molaire. Litre, mol moins 1, centimètre moins 1. Vous n'oublierez pas de faire attention que ce sont des litres de milieu réactionnel. En effet, ce que l'on observe quand on utilise la loi de Berlambert, c'est que ici, c'est la concentration de ce qui absorbe dans l'ensemble du milieu réactionnel.
D'accord? Donc ici, on n'oublie pas, c'est des litres de milieu réactionnel. Et au final, quelle est l'unité? Donc les centimètres ici vont annuler les centimètres moins 1, ici. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des minutes, litres de milieu réactionnel, mol moins 1. Tout ça étant en dénominateur, ça veut dire que l'unité globale de la vitesse, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est des mols par litre de milieu réactionnel et par minute. Vous l'aurez compris, c'est bien l'unité d'une vitesse. D'accord? Donc, grâce à Berlambert, on va pouvoir, à partir des variations d'absorbance qu'il y a dans notre spectro, on va aboutir à une vitesse qui s'exprimera en variation de concentration par unité de temps. Ok? Donc ce que je vous disais, donc ici c'est une variation de concentration par unité de temps. Si jamais on veut obtenir une variation d'activité catalytique, c'est-à-dire si on veut aboutir à Z, comment est-ce que l'on passe cette variation de concentration par unité de temps à Z? Je vous rappelle que Z, c'est une variation du nombre de moles par unité de temps. Donc on n'y est pas encore. Alors comment faire? Donc il nous faudrait utiliser une vitesse de transformation, xi. Alors pour ce faire, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va multiplier la variation de concentration par unité de temps, on va la multiplier par tout simplement le volume de milieu réactionnel. Parce que ce qui nous gêne, en réalité, dans cette unité, ce qui nous gêne, c'est les litres de milieu réactionnel moins 1. D'accord? Donc, si vous multipliez par des litres de milieu réactionnel, à ce moment-là, les deux éléments vont disparaître. Et qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester des mols minute moins 1. Or, c'est justement ce que l'on voulait pour aboutir à Z. Ainsi, dans notre cas d'étude enzymatique par absorbance, l'epsilon utilisé nous impose d'obtenir une variation de concentration. Donc, puisque on est en absorbance, on a un epsilon. Cet epsilon nous impose une variation de concentration et non une variation du nombre de moles. Il nous faut donc, comme présenté juste au-dessus, multiplier le delta C par le volume de milieu réactionnel de manière à obtenir des variations de nombre de moles. D'accord? Donc, à partir de notre première vitesse qui est ici, on sera amené à multiplier par un volume de milieu réactionnel. Ça, c'est une première chose pour arriver à Z. Maintenant, si on souhaite obtenir B, c'est-à-dire la concentration d'activité catalytique, ça veut dire qu'à partir de notre Z qu'on vient d'obtenir à l'instant, il faut aussi diviser par le volume. Mais attention, ici, ce n'est plus le volume de milieu réactionnel, c'est le volume d'enzyme. D'où, voilà la formule qu'on sera amené à utiliser. B, je vous rappelle que c'est Z sur volume d'enzyme. Or, Z, on vient de le voir à l'instant, c'est le VI qu'on venait d'obtenir par l'absorbance, multiplié par le volume de milieu réactionnel. D'où, je pourrais écrire, B, c'est égal à ce VI, multiplié par le volume de milieu réactionnel, le tout divisé par le volume d'enzyme. Alors c'est justement ce qu'on fait ici, regarde bien. Volume de milieu réactionnel divisé par le volume d'enzyme. Est-ce qu'on retrouve ce qu'il y a là-haut? Delta A sur delta T epsilon L. C'est là. Delta A sur delta T epsilon L. Ça, c'est VI. Donc on a bien VI fois le VMR divisé par le V enzyme. Et vous allez me dire, mais monsieur, il y a un truc en plus. Ici, là. C'est quoi ce truc en plus? Eh bien, ce truc en plus est très important. Il faudra le faire lors des exercices. C'est-à-dire qu'en fait, votre delta T qui est exprimé là, il se trouve que souvent, très souvent, ce delta T sera exprimé en minutes. Or, on a un petit problème tout de même. C'est que notre Z, l'unité de Z, elle, c'est des moles seconde moins 1. Je vous rappelle, c'est des catales. Or, les catales, c'est des moles seconde moins 1. Donc, on ne veut pas exprimer en minutes moins 1 notre B. Donc, pour avoir un B qui puisse s'exprimer effectivement en catale d'enzyme moins 1, il faut donc des moles seconde moins 1 litres d'enzyme. Donc, pour passer de minutes à secondes, eh bien, il faut diviser le tout par 60. Alors, regardez bien en fait ce qu'il y a au dénominateur. Au dénominateur, on a delta T multiplié par
60, je vous l'écris d'une manière mauvaise, hein, mais je vous l'écris quand même pour que vous compreniez. On a delta t multiplié par 60 secondes, minutes, moins 1. C'est-à-dire, le delta t est exprimé lui-même en minutes, donc j'ai des minutes multipliées par 60 secondes, minutes moins 1. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, minutes et minutes moins 1 s'en vont. Et qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste, alors j'avais x minutes, il me reste x, alors c'est mauvais de mettre x, je vais mettre y, donc il me reste y fois 60, donc c'est une valeur, et ça s'exprime en secondes. Donc je suis bien passé d'une valeur en minutes à une valeur en secondes. D'accord? Et c'est fini, voilà, on a fini ce cours. Bon, c'était beaucoup de choses, hein. Je vous demande pas de tout comprendre comme ça du premier coup. Ça serait bien que vous revoyiez tout ce cours, la première et la deuxième partie, vous la revoyez. Je vous donne en plus le document, donc relisez-le. Sachez que vous allez pouvoir tout comprendre lorsqu'on aura finalisé le travaux dirigé. Avec le travaux dirigé, tout va vous apparaître de plus en plus clair. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et la vidéo prochaine sera donc les travaux dirigés.